En fait, c'est un handicap invisible. J'écris comme j'entends. Pour réviser les partiels, etc., j'ai ma méthode, je sais comment j'apprends le mieux. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous rencontrons Gaëtan, étudiant en première année de licence en biologie. Gaëtan, toujours positif, nous décrit comment concrètement se manifeste son trouble de dysorthographie mixte, comment il s'adapte et quelle stratégie il met en place pour compenser son handicap invisible. Je suis en première année en licence de biologie, du coup à la fac Lyon 1 à Ladois. C'est ma deuxième année d'études en supérieur. La première année, je l'ai fait en audiovisuel et cinéma, mais ça m'a pas du tout plu. Du coup, je suis reparti dans les sciences en biologie. Pour l'instant, ça me plaît, mais j'aimerais beaucoup me réorienter en architecture. Donc, faut attendre les résultats Parcoursup maintenant. Je suis diagnostiqué dysorthographie mixte. Ça consiste à des problèmes en orthographe et en grammaire. J'écris comme j'entends, toutes les lettres muettes, les double L, les double M. Par exemple, comme personnage, j'ai eu énormément de mal à savoir si c'était deux S ou les deux N. Je savais qu'il y en avait un sur les deux, mais alors lequel, c'était un petit peu le loto. Donc ça, c'est essentiellement ça. Puis j'ai aussi une lenteur à l'écriture et aussi un peu à la lecture. Donc ça, c'est plutôt de la dyslexie, mais bon, je suis surtout diagnostiqué dysorthographique. Il y a aussi dans ma dysorthographie, j'ai aussi des fois où j'oublie complètement certains mots, comment l'écrire. Alors que une ligne avant, je savais l'écrire, mais là, tout de suite, trou de mémoire. J'écris différemment, de différentes façons, et je me dis, j'essaie de voir lequel va le mieux, et je le mets, et puis après, soit ça passe, soit ça casse. Ça m'arrive de sauter un mot, complètement. En fait, du coup, vu que j'écris lentement, dans ma tête, ça va plus rapidement, et donc en fait, je saute un mot, je peux passer de tout ou rien, puis quand je me relis, ah bah tiens, il manque un petit mot, des choses comme ça, où il y a en fait les automatismes, pareil, les automatismes de pluriel, quand on dit par exemple les différents troubles 10, je fais mot par mot, donc le pluriel, je le vois qu'à la relecture, les S à la fin des mots. Alors du coup, j'ai été diagnostiqué en CM2, donc assez tard, mais il y en a qui sont quand même diagnostiqués encore plus tard. J'ai eu un sentiment quand même de soulagement, parce que tout le monde, que ce soit mes proches, les enseignants, même si, pour le coup, j'ai eu des enseignants super à cette époque-là, j'avais des difficultés. Et donc, en fait, ça montrait bien que c'était pas moi qui faisais pas les efforts, mais qu'au final, il y avait quelque chose dans le fond. Donc, petit soulagement, finalement, c'est pas vraiment de ma faute. C'est un perpétuel apprentissage, mais c'est à mon rythme et plus personne me dit « Oh non, faut que tu essaies de faire plus d'efforts ». Ça devient plus naturel et tout le monde sait que j'ai des difficultés, mais très bien, va à ton rythme. Ma vie étudiante, personnellement, elle n'est pas tant impactée que ça. C'est-à-dire que je vais à mon rythme, tout le monde me laisse aller à mon rythme du coup, et j'ai trouvé plein de solutions pour m'adapter. Donc ma vie étudiante en soi, elle n'est pas tant impactée que ça. Je n'ai pas subi d'harcèlement sur ce sujet-là. Puis même les professeurs actuellement, ils sont... Enfin, du moins à la fac, c'est vraiment devenu une normalité. Par exemple, le tiers-temps, c'est oui, faites pas de bruit, faites attention pour vos collègues qui ont un tiers-temps. Mais c'est devenu naturel, donc en fait, ça se passe très bien et j'ai aucun ressenti négatif sur ma vie étudiante. C'est normal finalement. Les obstacles spécifiques que je rencontre, ils sont essentiellement sur les documents entre guillemets officiels, donc les lettres de motivation, les choses comme ça, où du coup il faut que je fasse vraiment beaucoup plus attention que les autres.
Donc c'est pour ça que j'ai des outils, surtout informatiques, pour m'aider, etc. Mais même avec ces outils-là, il n'y a jamais zéro faute d'orthographe. Donc en fait, je me fais aider par des proches, je leur envoie. Donc là, pour le coup, c'est plus des petits obstacles auxquels je dois prendre plus de temps que les autres. Pour les examens, du coup, j'ai un tiers-temps, mais je ressens quand même ma lenteur. Et du coup, c'est un obstacle, mais du coup, pour le coup, qui est aménagé. Donc c'est plutôt positif, ça. Concrètement, j'ai le même temps que les autres. Les autres ont du temps adapté pour leur vitesse, alors que moi, du coup, on sait que je suis plus lent, donc forcément, j'ai un peu plus de temps, mais finalement, c'est comme si j'avais pas un trouble 10, finalement, j'irais à la même vitesse qu'eux, donc finalement, ça se compense assez. Après, du coup, il y a des limites au tiers-temps, c'est-à-dire que je suis dysorthographique, donc les fautes d'orthographe, si je les fais, généralement, il y en a certaines après à la relecture que je peux corriger, comme les pluriels, les choses comme ça, mais sinon, en fait, je les vois pas. Donc, sur certains examens, par exemple au baccalauréat, si je fais des fautes d'orthographe, on peut m'enlever des points, et ça, il n'y a aucun aménagement pour le coup. J'ai repensé à un aménagement, une stratégie que j'ai mis en place tout petit pour le coup, surtout à l'écriture. Donc en soi, par ordinateur, je vais à vitesse normale, et vu que j'ai même beaucoup l'habitude de l'informatique, je pense assez rapidement. Mais pour le coup, à l'écriture, c'est là où je suis le plus lent. Et en fait, tout petit, j'ai eu des stylos à gomme effaçable. Donc en fait, je commence à écrire une phrase, et souvent, je fais une erreur, deux erreurs. Donc en fait, ça me permet de corriger très rapidement et de perdre le moins de temps. Faut pas attendre que ça sèche, pas mettre de blanc, etc. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai mis en place tout petit et qui marche carrément. Et depuis des années, j'utilise les mêmes stylos, les mêmes recharges. Bon, ça a aussi un coût du coup, mais en tout cas, à l'écrit, c'est surtout ça. Et donc, aussi en autre stratégie, il y a l'informatique, où ça, pour le coup, pareil, dès tout petit, j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, etc. Et j'ai plein d'outils, donc, que ce soit des sites internet, ou même du coup juste Word ou OpenOffice, qui me permettent de corriger. C'est pour ça que quand je peux utiliser l'outil informatique, je l'utilise, parce que c'est plus rapide pour taper. Et puis du coup, je parlais des sites. Il y a des sites spécialisés dans la correction d'orthographe et de grammaire, comme du coup Scriben ou Reverso Correction, oui. Et du coup, ça m'aide beaucoup pour quand j'ai besoin de corriger quelque chose, j'utilise ces deux sites en complémentaire et ça marche super bien. Il peut avoir d'autres stratégies aussi dans la lecture, du coup, parce que, par exemple, lire un livre, pour moi, je lis une page, et après, si je me dis qu'est-ce qu'il y avait sur cette page, je ne saurais pas quoi dire. En fait, je suis tellement concentré à lire les mots les uns à la suite des autres que je ne fais pas le lien avec la phrase, et encore moins entre les phrases. Donc ça, voilà. Et ça marche aussi pour les questions d'un examen ou d'un DM, par exemple. Si il y a une question avec une négation un peu formulée bizarrement, c'est tout de suite plus complexe, parce qu'il faut que je décortique réellement la question. Mais après, donc, une fois que j'ai décortiqué et que j'ai bien compris, si c'est un DM, par exemple, je peux me faire un petit plan, introduction, en brouillon. Et après, pour le coup, je laisse... une fois que je suis parti et je fonce. Et bon, si c'est plutôt à l'écriture manuscrite, soit je me relis, soit même ça m'arrive de pas me relire, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, il y aura toujours des fautes. Et si par exemple c'est sur informatique, c'est là où c'est utile, c'est que c'est moins une perte de temps, moins une perte de temps, non, mais c'est plus rapide. Donc en fait, au final, ça me permet de passer à autre chose plus rapidement. Ma méthodologie, dont du coup je suis fier, c'est assez connu, mais moi je le faisais pas auparavant, c'est-à-dire entre guillemets des fiches de révision, mais je le fais pas sous des formats sur des petites fiches, je le fais sur des grandes feuilles blanches, du coup avec ma propre écriture, pour le coup manuscrite, et je me fais en fait des traits. Donc je mets par exemple, je lis mon cours sur l'informatique, et en fait après hop, je mets trait 1, telle chose, trait 2, telle chose, et en fait du coup ça fait ligne par ligne. C'est très carré. Moi, je suis quelqu'un d'assez carré, donc ça m'aide beaucoup pour réviser et pour apprendre au final, parce que j'ai juste les éléments. Puis après, vu que j'ai lu les autres choses, je sais à quoi ça se rapporte.
Mais donc c'est essentiellement ça. J'ai tendance à beaucoup à synthétiser tout ce que j'écris. Donc tous mes examens, c'était en philosophie, très bien, mais aller plus loin. Parce qu'en fait, c'est difficile d'en faire de partir très loin parce que inconsciemment, on a envie d'écrire le moins possible. Du coup, en fait, une adaptation aussi, c'est d'avoir l'esprit très synthétique, d'aller droit au but. Donc en fait, ça aussi, j'y retrouve dans les fiches que je me fais. C'est-à-dire que je vais droit au but, c'est-à-dire tirer 1, telle chose, tirer 2, telle chose, tirer 3, telle chose. Avec mes collègues, ça se passe très bien. Personnellement, j'ai aucun souci avec le social. J'ai des facilités à me faire des amis. En fait, concrètement, eux, ça leur change rien du tout. Et au final, en fait, ça devient même un running gag. On en rigole. Mais c'est que dans l'humour. C'est pas du tout dans le négatif. Je me suis jamais fait harceler de ça. J'ai toujours été dans des établissements qui étaient très calmes. Mais en tout cas, les étudiants, j'étais, fais ta vie. Moi, tu m'impactes pas. T'as des difficultés, t'as raison. Profite de ton tiers-temps. Au collège, c'est là où j'ai eu le plus de remarques, pas forcément des remarques, mais des choses assez troublantes. Du coup, je peux donner l'exemple d'une professeure de français en 3e qui savait que j'avais du coup un trouble 10, parce que j'avais déjà été diagnostiqué, mais il fallait que je refasse un diagnostic. Et en fait, c'était pour les papiers du PAP, donc de plan d'aménagement personnalisé. Et en fait, du coup, pour les dictées, donc les dictées, moi, c'était 0 tout le temps, il n'y avait pas d'exception. Et en fait, donc pour les personnes 10, il y a des solutions pour les dictées, c'est un texte à trous. Mais en fait, cette professeure-là, elle me disait, tant que tu n'as pas les papiers signés de l'administration, je te fais aucun aménagement, alors que j'avais déjà été diagnostiqué. Donc, assez troublant, étonnement, des choses comme ça. Donc là, pour le coup, c'était une expérience assez particulière, mais sinon, généralement, au lycée, pour le coup, j'ai jamais été trop... J'ai jamais eu d'autres situations comme ça, un petit peu, c'est ce que j'en parlais. Un professeur qui me dit, va terminer ton examen au CDI pour m'exclure et pour qu'il continue son cours, des choses comme ça. Mais sinon, c'est ce que j'en parlais de la faculté, c'est naturel, en fait. Les moments où je me suis vraiment senti, entre guillemets, fier et sentiment d'accomplissement, c'est du coup surtout essentiellement aussi à la fac, où j'ai trouvé ma méthode d'apprentissage complètement, c'est-à-dire pour réviser les partiels, etc. J'ai ma méthode, je sais comment il faut faire, comment j'apprends le mieux. Je suis assez fier d'avoir trouvé tous ces outils et de m'être adapté complètement. C'est maintenant une nouveauté sur Parcoursup depuis 1 ou 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a une fiche de liaison. Donc si on est porteur d'un handicap, comme ils le disent sur les fiches administratives, donc en fait on répond à un petit questionnaire. Et donc une fois qu'on a validé notre vœu sur Parcoursup, c'est marqué en fait envoyer ma fiche de liaison. Ça s'envoie automatiquement au service handicap de la fac. Et en fait après j'ai été recontacté, on m'a dit début d'année prochaine, recontactez-moi, on mettra en place du coup vos aménagements, etc. Donc après, j'envoie le diagnostic papier de l'orthophoniste. Puis ça s'est passé très rapidement pour le coup. J'ai aussi envoyé mes autres aménagements du lycée. Ça a été très rapide. J'ai eu un document du coup d'un médecin disant il lui faut tel et tel aménagement. Puis après, ça a été validé très simplement. Pour le coup, c'est beaucoup plus simple à la fac qu'au lycée. Du moins... Pour quelqu'un qui avait déjà des aménagements, c'est très très simple. Dans ma recherche pour le grand oral au baccalauréat, en terminale, donc mes spécialités c'était SVT et physique-chimie. En fait, SVT, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui me touche, qui sera simple et dans lequel j'apprends des choses. C'est aussi le but du grand oral, c'est-à-dire d'aller chercher un maximum d'informations, surtout que c'est sur des sujets assez spécifiques. Surtout en SVT, en réalité, il faut aller se creuser assez loin.
Et donc en fait je me suis dit c'est l'occasion d'en apprendre plus sur du coup mon propre trouble. Et donc en fait j'ai décidé de faire mon sujet d'SVT sur les troubles 10. Et donc en plus je suis vraiment passé sur ce sujet-là pour le grand oral le jour J. Donc j'ai pas eu un jury très réceptif, il y en avait un sur les deux qui était assez intéressant, mais le prof de SVT, il a été sur son téléphone de A à Z, mais pas très étonnant. Niveau jury, moi j'ai toujours eu un peu ce genre de personne. Mais par contre j'ai eu une personne à côté, donc c'était pas sa matière, qui était ultra intéressée, et du coup c'était assez plaisant de lui expliquer des choses. Les personnes qui ont de la famille qui portent des troubles 10 ont beaucoup plus de chances d'être 10 eux-mêmes, donc il y a un facteur génétique. C'est assez complexe, il y a tout un aspect cognitif. Si on peut résumer en gros, c'est une partie du cerveau qui traite le langage, que ce soit du coup la parole ou l'écrit, donc c'est pour ça qu'il y a dyslexie, c'est plutôt la parole et la lecture, alors que dysorthographie c'est plutôt l'écriture et l'orthographe. En fait ça touche des cerveaux, enfin des zones du cerveau complètement différentes, et en fait du coup c'est le cerveau qui s'est formé différemment. Si, il s'est formé différemment, et donc en fait c'est d'autres parties du cerveau qui compensent. Donc c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Mais du coup c'est aussi le but des chercheurs, c'est vraiment de savoir comment la plasticité cérébrale rentre en jeu pour la dyslexie. Dans tous les cas, c'est un sujet où on connaît pas grand-chose en réalité. Il y a encore plein de choses à connaître. Donc en fait, la dyslexie, comment on s'adapte, c'est grâce à la plasticité cérébrale. C'est une question ultra complexe. Savoir si les troubles 10 sont un handicap ou pas, ça dépend de la définition qu'on a de handicap. En soi, ça peut en être un, parce qu'un handicap, du coup, c'est des difficultés, que ça soit physique, mentale, etc. Après, je ne saurais même pas réellement dire handicap ou pas handicap. C'est un trouble, ça c'est sûr. Un handicap, ça peut être un handicap pour certaines situations de la vie. Mais après, en réalité, on est comme tout le monde, en fait. On en croise tous les jours des gens dyslexiques, dysorthographiques. Et c'est pas pour ça qu'on se dit, en fait, c'est un handicap invisible. Donc, à la fois, on le voit, mais à la fois, ça change rien du tout. Donc, c'est un handicap, mais qui handicape pas non plus dans la vie de tous les jours. Gaëtan réussit à trouver du positif dans son handicap invisible. Il s'adapte aux exigences de la vie étudiante en développant ses propres techniques. Il souligne que oui, il s'adapte, mais que son trouble de dysorthographie mixte reste méconnu et handicapant. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans le prochain épisode, retrouvez Sandrine Gourdine et Kathleen Gourdine de la mission Handicap qui nous racontent comment elles accompagnent les étudiantes et les étudiants porteurs de troubles du neurodéveloppement.